Merci, Monsieur le Président. Chers amis, chère assistance, un plaisir de me retrouver à chaque fois ici à Béjaïa. C'est un peu difficile de prendre la parole après le professeur Haddoum, qui parle le français, qui parle le kabyle, qui parle le jijilien, qui parle le skikdi. Mais c'est aussi un honneur de partager la même séance. Merci à l'association MGLB pour m'avoir invité justement à parler d'un sujet qui est l'HTA et le diabète. L'HTA comme introduction, c'est deux pathologies qui sont fréquentes. Ces deux pathologies qui ont un lien, c'est le risque cardiovasculaire. Ces deux pathologies qui aggravent à la fois le cœur et le rein. Ces deux pathologies qui nécessitent une prise en charge, sachant que le diabétique meurt de ces complications cardiovasculaires, tout comme l'hypertendu, et qui nécessite donc voilà une prise en charge, sachant que 75% des complications sont liées à cette association. Deux pandémies mondiales. Le diabète est actuellement, si tous les diabétiques étaient dans un seul pays, il serait le troisième pays le plus peuplé dans le monde après la Chine et l'Inde, vu le nombre de diabétiques qui existent mondialement. Mais aussi, c'est une épidémie mondiale, l'HTA. Et comme ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est une pathologie fréquente dans le monde, mais aussi en Algérie et surtout dans les pays en voie de développement. Donc, qui prennent du nombre, de la prévalence dans ce monde, et malheureusement, parce qu'ailleurs dans l'Europe, donc ils ont commencé déjà de la prévention. Ceci est valable même pour le diabète. Donc en Algérie, on peut dire que la population adulte à son tiers sont hypertendus, et selon les chiffres du ministre de la Santé, donc il avait déclaré il y a moins d'un mois, il y a environ, c'est les chiffres du ministre en personne de la Santé, donc environ 4 millions de diabétiques en Algérie. Et devinez donc 4 millions de diabétiques, 5 ou 6 millions d'hypertendus, parfois dans la même pathologie, devinez les dégâts que peut avoir cette association. Justement, il y a des liens entre les deux. Sinon, on aurait pu avoir ce nombre d'associations entre l'HTA et le diabète. Déjà, quand on fait le score risque du diabète, il y a des questions qui se posent. Voilà, l'âge, homme ou femme, des antécédents. Mais remarquez que la cinquième question, est-ce que vous avez de l'HTA? L'HTA en soi est un facteur de risque cardiovasculaire. Chez le diabétique, il y a un bilan de complications qui peut être donc annuel, trimestriel, mais aussi la consultation. Et à chaque fois, après avoir pesé le patient, et le poids est important chez le patient diabétique, deuxième élément à chercher, c'est quoi? C'est la pression artérielle. De par l'importance de la prévalence, mais aussi de l'importance et du risque que va conférer à ce patient diabétique. Ici, les facteurs de risque de l'HTA, donc HTA facteur de risque de développement de diabète, et là, on note toujours de l'hypertension artérielle. Ici, c'est le bilan qu'on demande à un hypertendu, à la recherche des complications. Et on remarque quoi? Donc, juste après, la FNS, ça a été dit par mes prédécesseurs, le professeur Doum, le professeur Kishnora et d'autres qui ont parlé de l'anémie du patient cardiaque. Et là, juste après l'anémie, c'est la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée pour chercher quoi? Chercher l'existence ou pas d'un diabète. Donc, chez l'hypertendu, on cherche le diabète, et chez le diabétique, on cherche l'hypertension artérielle. Ceci dit, certes la fréquence, mais autre chose qui est importante. Ici, des recommandations de la présence de l'hypertension artérielle, c'est vrai que je parle dans un parterre où il y a donc des cardiologues, des néphrologues, des internistes, mais en fait, la médecine n'a pas de frontières. La médecine, c'est un tout, c'est tout un corps. Voilà, ici, quand on est hypertendu, à partir d'une hypertension de grade 2 ou 3, on demande un fond d'œil. Mais, quand il s'agit d'un diabétique, on le demande quel que soit le grade. Ceci est dû à quoi? Au risque que confère l'hypertension artérielle à quoi? À la rétinopathie diabétique. On va voir tout ça. Donc l'HTA n'aggrave pas le risque macrovasculaire du diabétique, y compris
le risque microvasculaire du diabétique. Les conséquences communes, bien sûr, c'est déjà l'insulinorésistance. Donc, c'est intimement lié. Donc, chez le patient diabétique ou les personnes hypertendues, c'est l'hypertension artérielle ou le diabète type 2. Comment? Donc, il y a de l'insulinorésistance, il y a d'hyperinsulinisme, vasodilatation d'un côté, rétention de l'autre côté, et il y a donc de l'HTA. Cette HTA, donc, il y a plus de détails ici. Insuffisance, les gènes, obésité, diabète, hypertension. Voici tous les dégâts qu'ils peuvent mettre ici. Et là, c'est les maladies microvasculaires, le remontage des artères, le fibrose vasculaire, l'inflammation et maladies cardiovasculaires. Et le tout va donner la maladie cardiovasculaire globale chez le patient diabétique ou le patient hypertendu. Et là, le serial killer, le silent killer, donc le tueur silencieux, donc qui est l'HTA, donne des dégâts au niveau du cerveau, les AVC, les artères, donc l'EDM, donc le cœur, l'EDM, aussi l'insuffisance carotidienne et aussi au niveau du rein. Paradoxalement, c'est la même chose que dans le diabète. Le diabète aussi donne des complications, que ce soit au niveau du système nerveux central, la rétinopathie, la néphropathie, la cardiopathie, l'artériopathie. C'est deux malfaiteurs du corps humain qui s'associent. Et malheureusement, cette association n'est pas additive, mais elle est multiplicative. Particularité de l'HTA chez le patient diabétique. Que fait que cette HTA est particulière? Mais d'abord, est-ce qu'elle est vraiment particulière? La réponse est oui. La réponse est oui. Déjà, l'HTA peut précéder le diabète, on le sait, l'accompagner venir après. Donc, le mécanisme, donc on l'a déjà cité. Chez le patient diabétique type 2, c'est surtout le facteur d'insulinistance. Chez le patient diabétique type 1, c'est la néphropathie qui donne de l'HTA et qui nécessite une prise en charge. La mortalité, donc, cardiovasculaire chez le patient diabétique type 2 hypertendu multiplié par 7. 7, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport au patient qui n'a ni diabète ni HTA. Quand même, c'est du travail donc à faire chez le médecin omnipraticien, parce que c'est lui qui est en face du diabète en premier lieu, c'est lui qui est en face de l'hypertendu en premier lieu, c'est lui qui peut avoir les deux à la fois, mais aussi donc au cardiologue, au néphrologue, à l'interniste, aux endocrinologues, pour faire face à cette pandémie mondiale, mais aussi algérienne. Voilà, donc sur le plan de la dégradation de la qualité donc, de nos organes, il y a aussi donc, la dégradation de la fonction rénale et l'apparition d'une rétinopathie remarquée, proliférative chez le patient diabétique type 1 et exudative chez le patient diabétique type 2 qui sont favorisés par l'HTA. D'où les recommandations européennes de cardiologie qui demandent de faire un fond d'œil chez le patient hypertendu diabétique par le cardiologue, enfin, l'hypertensologue, celui qui s'occupe de l'HTA, parce qu'il y a risque d'aggravation de la rétinopathie diabétique si elle existe, mais aussi de la rétinopathie hypertensive. La particularité du patient, de l'HTA chez le patient diabétique, c'est que c'est une HTA nocturne, non d'hyper, c'est-à-dire, chez le sujet normal, il y a une baisse de la tension nocturne. Chez le patient diabétique, elle ne l'est pas. Elle augmente. Et cette variabilité tensionnelle, déjà, ça rend difficile la prise en charge, mais surtout, sur cette première partie, le risque d'accident vasculaire. Deuxièmement, l'HTA masqué, qui peut passer inaperçu lors de la consultation et qui nécessite, qui m'a dit, donc, lors du débat de la conférence du Dr Beraza, la nécessité de faire des explorations qui soient en automesure, qui soient en MAPA, pour démasquer justement cette hypertension artérielle. Et bien sûr, l'hypertension avec une tension orthostatique très difficile à vivre. Sincèrement, très difficile à vivre. Le patient peut en raconter donc beaucoup de détails. Je le dis sous le contrôle des cardiologues parce que eux, ils sont mieux placés que moi, ils sont plus compétents que moi pour en parler. Faut-il rechercher systématiquement de l'HTA chez les patients diabétiques? Ça serait un tort de ne pas le rechercher. Ça serait vraiment un tort inexcusable de ne pas le rechercher. Justement, le rechercher parce qu'il y a des complications qui nous guettent. Le diabétique ne meurt pas de son diabète. Il ne meurt pas de sa rétinopathie, même si elle peut arriver jusqu'à la cécité.
ne meurt pas de son rein, ça peut arriver jusqu'à la dialyse, mais il meurt de ces complications cardiovasculaires. Feu Khalfa, professeur Khalfa Rabbi Yarhamou, quand on était dirigeant, il dit que le diabétique commence à traiter chez le diabétologue pour mourir entre les mains du cardiologue. C'est pas le tort du cardiologue, mais c'est l'évolutivité elle-même de la maladie. Heureusement, et je reprends la phrase du professeur Haddoum, que les médecins qui sont actuellement, ils ont plus de moyens, ils ont plus de connaissances, il y a plus de molécules qui peuvent justement parer contre cette maladie désastreuse qui est le diabète. Voilà, déjà le diabétique, c'est une plaque qui a été faite aussi par plusieurs de mes fils de, donc Aïcha, le professeur Awaïl, qui place le risque cardiovasculaire donc élevé chez le patient diabétique. Et là, diabète et HTA, l'association est la première cause d'arriver en insuffisance rénale terminale. Donc ça arrive là-bas. Et là, certes, il y a des solutions, mais chez le patient diabétique, il n'y a pas de don d'organes. Donc, et là, ça revient difficile. Voilà. C'est l'association. Et là, quand on est dans le diabète, voilà, il y a un risque de passer à l'hypertension. Quand on est hypertendu, des médicaments peuvent accélérer le départ vers le diabète. Je parle surtout des bêta-bloqueurs et des diurétiques. Et là, quand il y a un diabète, l'HTA a aggravé le risque de passer aux complications microvasculaires, macrovasculaires. L'HTA masqué ou l'HTA avec hypotension orthostatique rend difficile la prise en charge du diabète. Et c'est pour cette raison que cette association donc, est particulière. Il n'y a pas pratiquement une recommandation internationale qui ne fait pas sortir diabète et HTA dans une case à part dans la prise en charge. On va voir plus de détails justement dans cette prise en charge. La prise en charge thérapeutique. On doit prendre en charge ces patients. Déjà, l'étude de KPDS, qui est l'étude phare. Il y a deux grandes études qui ont changé le monde de la diabétologie. L'étude DCCT pour le diabète de type 1, l'étude EKPDS pour le diabète de type 2. Beaucoup d'informations. Il y a même l'étude post-KPDS, qui avait confirmé que la prise en charge de l'hypertension artérielle réduirait la rétinopathie de 34%. Ce n'est pas moins, c'est un tiers. Le risque d'AVC de 47% et qui contribue à alléger la dégradation de l'insuffisance rénale et que la neuropathie aussi touchée par la prise en charge correcte de l'hypertension artérielle. Le seuil d'intervention. Ça a été dit par le Dr Bouaïcha, voilà, que le seuil est le même 14,9. Voilà, on intervient chez le patient diabétique avec HTA. Et en matière d'objectifs, c'est s'accorder à la BC moins de 13,8. Voilà, donc c'est les chiffres qu'on peut trouver un peu partout. Et au-delà, plus bas que 12 et plus bas que 7, c'est mauvais. Baisser, mais pas trop. Il y a une courbe qui est applicable pratiquement dans plusieurs pathologies. Idéal, donc 12, 13, 7, 8. Laisser augmenter, c'est plus de risque cardiovasculaire. Trop baisser, c'est aussi plus de risque. Et la courbe en U, c'est pratiquement la même dans le diabète. Trop baisser l'hémoglobine glyquée, il est d'accord, est nocif. Trop laisser augmenter, c'est nocif. Donc, cherchez le juste milieu, justement pour avoir de bons résultats en matière de prévention cardiovasculaire, la cause qui tue nos diabétiques, qui tue nos hypertendus. Stratégie thérapeutique, que faire? Voilà, donc, professeur Haddoum, qui s'est baptisé lui-même il y a quelques jours à Constantine, Haddoumous SGLTitus, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà, il parle de ça, voilà, difficile. Proportion de complications du diabète attribuée à l'hypertension artérielle. AVC, 75%. Insuffisance rénale, 50%. Coronopathie, 35%. Affection pure, 35%. Et amputation, 35%. C'est énorme. La moindre des choses, on est déjà un tiers. Voici quand on traite des patients qui n'ont pas de diabète. On peut aller jusqu'à 66%, les deux tiers, donc de prise en charge qui améliore et qui permet justement de contrôler l'hypertension artérielle. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez le patient diabétique. Du fait de quoi? Déjà, c'est une HTA particulière, mais aussi le fait qu'elle soit non dipère, le fait qu'elle soit aussi avec une hypotension orthostatique qui rend difficile l'obstention
l'obtention des objectifs tensionnels. Mais heureusement qu'en même temps, il y a les bienfaits de contrôle de l'hypertension artérielle chez les patients diabétiques, avec une réduction des AVC, de critéries liés au diabète, des critéries liés aux troubles microvasculaires et même de mortalité globale. Eh bien, du moment qu'il y a des résultats, pour qu'on le laisse comme ça, donc on doit traiter convenablement. Bien sûr, commencer le style de vie. Docteur Aoudia, tout à l'heure, lors de la pause, donc il dit, j'étais surpris, mais aussi fier. Voilà, qu'il fasse quotidiennement de l'activité physique jusqu'à 15 km par jour. Je salue son courage, je salue aussi sa persévérance. Eh bien, bravo. Donc là, pourquoi? Parce qu'en fait, réduire le poids, c'est 5 à 20 mm d'AG. Donc le régime d'âge, c'est 8 à 14. Réduire le sodium, c'est 2 à 8. L'activité physique, c'est de 4 à 9. Et arrêter l'alcool, c'est 2 à 4. Tout ça, une addition, permet minimum de gagner 20 mm. Voilà, ce que fait un médicament. Mais dans le cas où on ne peut pas faire, ou le difficile, ou c'est au-delà de ces chiffres, il y a des médicaments. Et remarquez qu'il y a actuellement, donc, les recommandations internationales sont souvent faites par association de plusieurs sociétés savantes. Ce n'est pas le carrefour de l'HTA, le carrefour du diabète, c'est le rein, cœur et diabète. Dans le futur, vous remarquez qu'il y a, et même actuellement, beaucoup de produits qui sont, au départ du diabète, sont prescrits par les non-diabétologues. Je parle des GLT2, GLP-1, la double inhibition. Et là, les recommandations sont claires. Je ne vais pas en parler, ça a été fait dans beaucoup de détails précédemment et beaucoup de compétences. Donc, IUCRA2, chez le patient diabétique. Donc, en premier lieu, et puis par la suite, les associations, que ce soit en bloqueur calcique, que ce soit en diurétique, et puis quand ça ne marche pas, donc il y a d'autres molécules. Donc, IUC et ARA2, de par le poids des études de prévention cardiovasculaire et rénale, et par la suite, donc, il y a, en deuxième position, donc, il y a les autres molécules. Mais là, donc, fais attention, quand on prescrit ça, il faut avoir un œil à la fois sur le potassium. J'avais goûté les figues séchées, délicieuses, car le docteur Mila et le professeur Kachinor m'avaient parlé. Ça, c'est du potassium. C'est important justement d'avoir le potassium quand on place des patients sous IUCRA2, mais aussi le rein, parce que ces deux-là dépendent. S'il y a une augmentation, une baisse, il faut faire attention justement par rapport à ça. Et si on n'arrive pas à avoir un bon résultat, passons aux associations IUC, ARA2, mais aussi avec des diurétiques, que ce soit une association fixe, que ce soit une association libre, et puis aussi les inhibiteurs calciques, les bloqueurs calciques qui ont un effet positif, voilà, et même sur la protection rénale. Et puis, quand il y a des soutiens particuliers, tels que les bêta-bloqueurs, plutôt les EDIM mongol, il y a des molécules qui viennent donc empiler donc l'arsenal thérapeutique qu'on donne. Voilà. Et là, donc c'est les recommandations de l'ADA, donc 2023, kiff, même chose. Donc, pensons notre diabète et puis avoir un œil aussi sur le rein. Les dernières recommandations, et là, donc l'Association européenne de l'hypertension artérielle, le guideline, donc avec l'Association européenne du rein et aussi l'Association internationale de l'hypertension artérielle avait fait des recommandations. Je ne vais pas en parler avec tous les détails, mais sur la partie qui fait donc association diabète et HTA. Et là, donc si les patients veulent la prise en charge particulière, donc ils parlent du risque cardiovasculaire et de la prise en charge précoce et surtout détecter chez tout patient avec un diabète. Voilà, cet HTA. Pensez aux personnes qui sont non hyper. Donnez aussi un traitement protecteur, macrovasculaire, microvasculaire. Agir, déjà quand on est à 14,9. Donner un traitement avec un objectif de 13,8. Contrôler, on sait que c'est difficile de contrôler. Donner les SGLT2. Il y avait un jeune tout à l'heure qui avait posé la question sur la SGLT2. Il a cité le nom commercial de la dapagliflozin en France. Oui, vu la réduction du risque cardiaque et rénal de ces molécules,
Donc, pensez à donner les SGLT2 en cas d'HTA. Voilà, c'est les recommandations. Et là, donc, quand il y a une donnée aussi molécule de la phénéuronone, mais l'association entre phénéuronone et SGLT2 n'a pas beaucoup de données scientifiques. Et pourquoi penser justement à donner les SGLT2 en cas d'HTA? Parce qu'en fait, il y a des études qui confirment que les SGLT2, en plus de leur effet sur l'hémoglobine glyquée, il y a un effet sur la pression artérielle et l'effet sur le poids. Je termine bientôt. Voilà, les SGLT2 ont un effet sur l'hypertension artérielle recommandée en 2023 et le tirzepatide. C'est une molécule très chère à notre ami Salah Mansour, qui a déjà l'habitude de communiquer là-dessus, ici même à Béjaïa, je pense à Mesure la dernière fois. Donc, de par la baisse du poids, il y a un effet protecteur sur l'ensemble du corps, y compris sur les effets cardiovasculaires. Tout ça est médié par quoi? En partie du moins par la perte de poids remarquable. En conclusion, je dirais que l'association HTA et diabète accroît le risque, considérablement le risque cardiovasculaire déjà élevé. La prise en charge doit s'intégrer dans un cadre de stratégie globale avec la protection du rein, mais aussi du cœur. Le choix d'un traitement qui doit s'intégrer dans cette optique de préserver le rein et le cœur. Et l'allongement de la pression artérielle occupe une place de choix, mais qui reste malheureusement parfois difficile à obtenir, et on doit prendre en charge en fonction des recommandations internationales qui sont basées sur de grandes études, des méta-analyses mondiales. Voilà, merci pour votre attention et j'attends vos questions. Merci, docteur.